Disparition d'un balayeur. Et la famille a réclamé. Sûrement quelqu'un par derrière avait conseillé d'effectuer ces démarches. Les petites gens ne sont pas au courant des lois et règlements, droits et obligations, rentes, primes, garanties, dommages et intérêts. Pas réclamé, l'avance des frais d'inhumation, le corps faisant défaut. Mais une pension de veuvage présumé et des allocations aux orphelins éventuels, attendu que le cas de Romero Pérez était incontestablement l'un des cas envisagés dans la charte de l'emploi à la rubrique accident de travail, puisqu'il avait disparu avec son aspirateur tandis qu'il nettoyait les couloirs de l'Excelsior, soit pendant ses heures de service. Encore que la compagnie SAP, qui assurait en sous-traitance l'entretien des bâtiments, jusqu'au jour où elle serait supplantée par la NER, mais c'est là une autre histoire qui n'a pas sa place dans le présent rapport, encore donc que SAP s'évertuait à prévenir le représentant de la justice contre l'argumentation de la partie adverse, si spécieuse qu'on aurait fini par penser que le dénommé Pérez s'était volatilisé sur les lieux de sa fonction, alors que l'inspecteur assermenté, de garde au bout du couloir, l'avait vu pousser la porte à 2 battants surmontée d'une inscription passage interdit en jaune fluorescent, quittant délibérément, pas le moins du monde contraint ou forcé, contraint pourquoi, contraint comment, celui qui relate ici les faits dans un grand souci d'objectivité vous le demande, quittant de son plein gré la zone dont on lui avait confié la maintenance et par cet acte irréfléchi privant ses ayants droit d'une compensation. Tout contribuait à prouver, reprenait Sapp, qu'en franchissant le seuil défendu, le susdit avait choisi d'abandonner son poste. Pour quelle louche transaction, quel rendez-vous inavouable, ce qui justifiait que l'on considérât un aussi fâcheux incident comme la conséquence d'une faute professionnelle et que le dossier fût classé sans suite. Même si, par pure mansuétude, on s'abstenait d'accuser le disparu d'un chapardage du matériel. L'incurie restait flagrante. Romero Pérez, balayeur numéro 4001, avait signé 3 semaines plus tôt un contrat de 18 mois et avait ainsi accepté pour le même laps de temps d'être tenu responsable de son aspirateur autonome à batterie, référence 04782 XD, puissance 1850 watts, et ses accessoires, grand suceur pivotant, petit suceur plat brosse dur, brosse demi-dure, tuyère longue, chariot à roues caoutchouté, avec lui disparu. Il était donc hors de question que l'écart de conduite, à tout le moins la regrettable défaillance d'un homme de peine négligence et devoir, entra dans la catégorie des accidents de travail évoqués paragraphe C de l'article 9 du contrat garantissant le versement d'indemnités au prorata du dommage subi dans le cadre de l'embauche et durant les horaires établis. Le délégué syndical taxait Sapp de mauvaise foi. En cela soutenu par la jeune et jolie bénévole de l'aide sociale qui tentait d'obtenir, pour les Pérez, des bons de repas au bureau de bienfaisance le plus proche de leur domicile. Mais Mathilda Pérez s'obstinait à ne pas bouger de son logement, afin que Romero, s'il revenait de quelque souterrain séjour, puisque le passage interdit conduisait aux égouts de la Ciudad Vieja, la police appelée à la barre déclarait toutefois que les 500 mètres d'égouts avaient été l'objet d'une minutieuse inspection. Si pourtant protégé par sa médaille de San Cristobal en fer battu, Romero Pérez rentrait à la maison, il y fut accueilli par sa famille au grand complet. Les garçons n'allaient plus à l'école. Peut-on espérer qu'à 12 et 13 ans, des enfants dans le malheur s'acharnent à l'étude, disait la conseillère d'éducation? Ils tuaient le temps en jeu de hasard. Les mises étaient des haricots rouges. SAP et syndicats échangeaient des lettres, recommandées avec accusé de réception, bourrées de références à des lois que compliquaient des dizaines d'amendements, arrêtés, ordonnances et rectificatifs imposés par décret ou sans décret. Mathilda Pérez maigrissait à vue d'œil, mais comme elle demeurait cloîtrée dans sa cuisine, il n'y avait personne pour s'en émouvoir, à l'exception du rapporteur qui continue à lui rendre visite et qui s'efforce ici de consigner l'affaire aussi clairement que possible. Mathilda Pérez apparaît néanmoins le 7 mars au tribunal, accompagnée par aide sociale, dans le but de réclamer une pension. Elle est décemment vêtue d'une robe trop ample de couleur brune et d'une veste en velours râpée de même teinte. Elle a noué sous son menton des pointes d'un fichu noir. Elle pousse devant elle Victoria, la benjamine, bientôt 8 ans, qui ne l'a jamais quittée. Éducation s'est appliquée, mais en vain à persuader Mathilda de scolariser la fillette. Comme Éducation l'a judicieusement signalé, Romero Pérez, n'ayant jamais cherché à enfreindre les impératifs de la législation, tout porte à croire qu'il n'aurait pas emprunté un passage interdit s'il avait lu l'avertissement. Éducation a parlé sans embâge, mais en se gardant d'insister, car, pourrait-on lui rétorquer, elle-même n'a pas montré une très grande ardeur à s'acquitter du premier de ses devoirs, le dépistage des illettrés en vue de son éducation systématique vers les centres d'alphabétisation, et sans doute ne tient-elle pas à expliquer pour sa défense que ladite charge est désormais caduque, puisque la plupart des centres sont fermés en raison d'une curieuse pénurie de professeurs. À l'évidence, des lecteurs avertis, ce qui n'a pas empêché ces derniers mois nombre d'entre eux de disparaître.
Le juge écoutait les dépositions, hochant la tête, à la manière de tous les juges dont l'articulation du cou et de la nuque semble affectée d'une particulière laxité. Au bout de 5 à 10 minutes, Mathilda Pérez, c'était visible, ne savait plus où se fourrer, répétant avec un manque absolu d'à-propos que son Romero n'avait jamais rien fait de mal, n'avait rien à se reprocher. Sapp prenait un air excédé, signifiant ostensiblement qu'on perdait là un temps précieux et clamait que justice devait en convenir, pour le bien de la société dans son ensemble. Il était urgent de mettre un terme à ce type de discussion oiseuse. Sapp se glorifiait d'assurer la subsistance de 4000 ouvriers. Romero Pérez était le dernier engagé, et prétendait qu'on nuirait au développement économique du pays si on s'avisait de condamner les compagnies de sous-traitance à financer des pensions au bénéfice d'individus sans foi ni loi, coupables de négligence, entraînant la résiliation du contrat, voire clause spéciale en dernière page du document invoqué. On allait acculer Sapp à la faillite, ce qui voulait dire la misère pour 4000 familles méritantes. Syndicats contestaient ce nombre, citaient les 5 frères Vito qui ne comptaient que pour une seule famille, les Ornalo, père et fils, les jumeaux Paz, les Tinaz, les Fernandez, les Machins, les Choses, établissant preuve à l'appui qu'on fait à peine 3000 foyers dépendaient pour leur survie des salaires payés par Sapp, et au demeurant fort modestes. Justice bâillait, tandis que Sapp, au comble de l'exaspération, avançait avec une témérité qui frisait l'inconscience que Romero Pérez n'était jamais qu'un disparu de plus dans un pays où, retrouvant alors ses esprits, Sapp poursuivait benoîtement, où règne la liberté, et conclusion quelque peu incongrue que justice ponctuée d'un léger ronflement. Quoique, éducation ne se priva pas d'affirmer qu'il est indispensable d'aider les orphelins à devenir de bons citoyens, capables de déchiffrer les avis et interdictions puisqu'il faut les lire pour s'y conformer, et qu'il s'agissait donc d'éviter aux Pérez les lendemains difficiles. L'affaire restait stationnaire. Mathilda Pérez se rongeait les ongles. Elle a soudain poussé un cri perçant, ayant mordu dans la chair de son index, car il n'y avait plus de corne à arracher. Le cri a réveillé Justice, qui a sévèrement annoncé que toute démonstration intempestive et bruyante était une marque d'irrespect, ayant pour conséquence le report du procès. On renvoyait à Huitaine. Syndicat a protesté en vain. Aide sociale a entouré d'un bras les épaules de Mathilda Pérez, pendant que la petite Victoria jouait avec son mouchoir noué, lui racontant qu'en ce temps-là, un temps indéterminé, avant la civilisation, les loups ravageaient les bois. Une partie de l'auditoire a salué la décision de justice, prise conformément aux règles en usage dans les diverses juridictions du pays et en toute équanimité, par des grondements discrètement hostiles. Cela n'a rien changé au sort des Pérez. La mère, rassemblant sa progéniture, a regagné son logis sous les toits. Le syndicat lui a fait porter, dans une gamelle, un ragoût récupéré au restaurant d'entreprise. 8 jours plus tard, Justice souffrait d'une légère sciatique. Il a fallu encore remettre le verdict à une date ultérieure. Autre détail notable, Victoria est descendue à l'appel du laitier et s'est assise un moment sur les marches de l'immeuble où elle occupe avec sa mère et ses frères un 2 pièces au 6e, à droite, escalier B. Elle a raconté à son mouchoir noué que les loups de nouveau ont envahi les bois, ce qui n'a pas plu aux écolos vu qu'après l'assaut de la horde, les jeunes pousses étaient brisés. Victoria a aimé le terme écolo. Elle l'a chantonné un moment, elle a dit que c'est rigolo, et puis d'écolo elle est passée à école. Et soudain, déposant la bouteille de lait dans le recoin des boîtes aux lettres, s'est bravement dirigée vers le domaine d'éducation, l'école du quartier. Éducation triomphante s'est empressée de délivrer à qui voulait l'entendre un discours en l'honneur des nourritures de l'esprit. L'homme, ou la femme, ou les enfants ne vivant pas seulement du pain, de lait, mais tout autant d'instruction, car, a-t-elle encore une fois répété, Romero Pérez, eût-il été en mesure de lire l'écriteau, aurait obéi à l'ordre édicté. Les gens d'humble condition sont toujours les plus attentifs à se soumettre au règlement, à suivre les directives, des panneaux, placards et autres affichages, mais encore faut-il qu'ils ne les ignorent point par méconnaissance des moyens de ne pas les ignorer, ce qui a non-ignorance un des 7 plaies de notre temps, soupir et éducation, et le rapporteur qui tient à rester circonspect lui laissera le soin d'identifier les autres. Donc, Victoria fréquente l'école où elle bénéficierait de la cantine gratuite, si son père n'était, hélas, considéré comme disparu. Lourd préjudice dans un pays où tout individu qui disparaît est ipso facto classé parmi les mauvais citoyens. Les vilains opposants au régime qui, avant de disparaître, ont cru bon d'ouvrir la bouche pour proférer des horreurs susceptibles de compromettre la sérénité des masses laborieuses. Le paisible bonheur qu'un gouvernement conscient de ses responsabilités s'efforce d'assurer à son peuple. Victoria, non bénéficiaire de la ration journalière de bouillie de maïs, survit grâce aux copines repues, dont les frères n'ont pas disparu, qui lui refilent leur fonds d'écuelle. Victoria s'instruit, mais pas trop car tout n'est pas bon à savoir. Victoria apprend à lire et saura,
on peut l'espérer du moins, éviter les passages interdits. On peut aussi espérer que Mathilda, sensible à l'ensemble de sa courageuse fillette, à l'exemple de sa courageuse fillette, va se décider à faire des ménages, et que les frères de Victoria, ayant fini par grignoter les haricots rouges de leur jeu, obtiendront un emploi de manutentionnaire. Syndicats, plus éducation, plus aide sociale qui se montre toutefois assez velléitaire, continuent d'œuvrer discrètement afin qu'un jour soit éclairci le mystère de la disparition de Romero Pérez. Même s'il s'avère désormais que Sapp n'aura rien à payer puisque justice, après de longues hésitations, traduisant les tourments d'une conscience scrupuleuse, a déclaré en dernière analyse qu'il n'y avait pas matière à jugement. Oui, syndicats et d'autres aussi, sans trop d'ardeur, continuent leurs recherches. Sans trop d'ardeur, car trop d'ardeur pourrait leur valoir des ennuis, et le rapporteur lui-même doit maintenant réfréner les élans de son imagination prompte à lui souffler les noms de quelques lieux maléfiques, cachots sordides, affreux gibets, champs creusés de sinistres fosses, dans l'obscure contrée où se perd la trace du héros de cette aventure. Le rapporteur, tout en restant fidèle à un récit dont il garantit l'authenticité, a souhaité lui donner une dimension moins subversive. Ces gens qui cherchent Romero Pérez auraient soudain ressenti l'élan d'enthousiasme, la ferveur qui suppose une quête mystique. Ce Romero, il ne le chercherait point s'il ne l'avait déjà trouvé. Affirmation qui applique traditionnellement non pas à un père sur la terre, le père des enfants Pérez, mais à notre Père à tous. Notre Père qui êtes aux cieux, notre Père que votre règne arrive, glorieuse victime qui a choisi de l'être donc pas tellement victime en somme. Le nom de Romero serait simplement, fallacieuse simplicité, une des 1000 façons de désigner Dieu et cette histoire de parabole. Et cette histoire une parabole. Néanmoins, un Christ réincarné sous la forme du mari de Mathilda l'anémique, du père de 3 lardons chétifs, un Christ manœuvrant l'aspirateur pour le compte d'une société de nettoyage en sous-traitance, c'est une hypothèse hasardeuse. S'inclinerait à protester, à parler d'imposture, à crier au scandale s'il n'apparaissait pour finir que le rapporteur doit lui aussi noyer le poisson, brouiller les pistes, amener des vessies-lanternes, puisqu'en méprisant les règles de la plus élémentaire prudence, et pour l'extrême inconfort de sa femme et de ses enfants, il s'exposerait à être lui-même, à bref délai, un disparu.